Ce soir à l'émission, un an après la disparition de Liam Thoman, la famille fait appel au public. Une récompense de 50 000 $ est promise pour retrouver Liam. Et la pépinière Éco-Verdure vous invite à l'Éco-Banane. Je m'attends à environ un 36 000 bananes par année. En entrevue, je reçois Marianne Donnan du Centre de femmes La Mouvance à propos de la vague de féminicides qui frappe le Québec en ce début d'année. Il y a encore des violences faites aux femmes qui mènent jusqu'à des féminicides, jusqu'à des meurtres. Enfin, Étienne Saint-Laurent nous propose des sorties culturelles sur les différents plateaux du diffuseur Audicène. Le début de notre 40e qui va se poursuivre en 2026. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 29 février 2026, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Lundi, le 2 février, ça va faire un an que Liam Thoman, un jeune homme de 22 ans originaire de l'Ontario, a disparu. Il avait été vu la dernière fois à Mont-Tremblant et la famille du jeune homme relance un appel à la population. Oui, donc dans une lettre ouverte, la famille demande à toute personne s'étant trouvée à Mont-Tremblant lors de la fin de semaine du 1er au 2 février 2025 de passer en revue les photos prises de leur séjour, de vérifier les enregistrements de leur voiture s'il y a lieu et de relire les messages envoyés dans des discussions privées et de groupe. Chaque détail peut être important. Une récompense de 50 000 $ est promise pour retrouver Liam. La Sûreté du Québec continue son enquête. Les dernières informations semblent pointer vers une nature criminelle dans cette disparition. Donc, cette fin de semaine, la Sûreté du Québec établira un poste de commandement sur place au Mont-Tremblant. On va parler d'un tout autre sujet. Le plus vieux journal communautaire du Québec, qui est publié dans les Laurentides, demande l'aide de la communauté pour couvrir ses frais d'imprimerie. Oui, c'est le Ce qui se dit, publié depuis les années 1970, un peu plus au nord dans les Laurentides. Le média local peine à couvrir les frais d'imprimerie pour sa publication mensuelle, frais qui ont triplé dans les 5 dernières années. L'équipe a lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme de La Ruche. D'accord. Jeudi dernier, il y a eu l'inauguration du tout nouveau pavillon d'accueil du Parc Nature de Saint-Eustache. Oui, Claude, le Parc Nature qui a été acquis par la ville de Saint-Eustache en 2018 dans le but d'offrir gratuitement donc l'accès à la nature aux citoyens de la région. Ce nouveau pavillon et le stationnement qui vient avec, c'est la nouvelle étape de développement du projet. Vous le voyez sur les images, c'est un bâtiment moderne avec un toit vert. Marc Lamarre, qui est maire de Saint-Eustache, nous dit quelques mots sur cette infrastructure. Ce pavillon devient donc le cœur logistique et social au centre de notre parc. C'est le point de départ de tous les sentiers redessinés de ski de fond et de raquettes. Et dans un avenir proche, je suis heureux de vous annoncer qu'un sentier de patin viendra compléter l'offre estivale. Avec l'inauguration de ce nouveau pavillon, c'est aussi une équipe permanente qui s'installe et des espaces d'entreposage, d'équipements d'entretien sont aussi prévus. Donc, dès maintenant, les citoyens et citoyennes peuvent profiter de cet espace-là, en plus des sentiers du parc. Oui, le parc qui compte 7 km de sentiers de raquettes ou de marche et de 15 km de pistes de ski de fond. Le projet global du parc a été financé à plus de 6 millions de $, en majorité par le gouvernement du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal. Hydro-Québec a aussi contribué financièrement au projet à hauteur de 1 million de $. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de culture de bananes. À plus tard, Claude. La ville de Blainville est à la recherche d'artistes en arts visuels et de collectionneurs dans le cadre de ses appels de dossiers annuels. Jusqu'au 23 février, les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature pour les différentes opportunités offertes en 2026 et 2027. Les artistes en arts visuels sont invités à présenter des projets d'exposition pour les volets artistes en vedette à la Bibliothèque Paul-Mercier, centre d'exposition et exposition extérieure. De leur côté, les collectionneurs sont invités à déposer leur candidature pour le Salon des collectionneurs de Blainville 2026 qui aura lieu le 27 septembre prochain. En 2025, Métro et ses enseignes Métro, Super C, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet ont remis l'équivalent de quelques 960 000 repas à des organismes de la région, dont Moisson-Laurentide, grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récu-Partage, leurs 2 initiatives phares dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Au total, Métro a remis un montant record de plus de 3,7 millions de dollars à l'organisme Banque alimentaire du Québec, Feed Ontario et Nourrir NB grâce à cette collecte.
Dans un contexte où les épisodes de pluie abondantes et de crues saisonnières s'intensifient, la table de concertation de la rivière des Outaouais, en collaboration avec 5 organismes de bassin versant, dont l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, annonce la tenue du Forum municipal TCO 2026 « Penser l'eau autrement ». Cet événement réunira plus de 150 municipalités, communautés autochtones et MRC du bassin versant de la rivière des Outaouais le 4 juin prochain au Château Cartier de Gatineau. Le forum s'adresse aux élus, au personnel de direction et aux employés municipaux. La Ville de Blainville annonce le lancement de l'Incubateur, un tout nouveau programme de formation artistique destiné aux jeunes de 12 à 17 ans démontrant un talent en chanson, en musique ou en art visuel. Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature d'ici le 19 avril. Le programme, qui propose un parcours de formation complet, s'échelonnant sur 2 ans, accueillera un total de 18 jeunes artistes. Le parcours se conclura par un grand spectacle mettant en vedette les jeunes chanteurs et musiciens ainsi qu'une exposition collective présentant les œuvres des participants en art visuel. Le mois de janvier n'est pas encore terminé qu'on déplore 5 féminicides commis au Québec en 2026. J'en discute avec Marianne Donnan, intervenante en éducation féministe et responsable de la vie associative à la Mouvance Centre de femmes, un organisme situé dans la MRC de Deux-Montagnes. Bonsoir, Madame Donnan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Depuis le mois de juin dernier, chaque fois qu'une femme est tuée par un conjoint violent au Québec, vous tenez une cérémonie devant un monument là, qui se trouve sur le terrain du Centre La Mouvance. Une cérémonie durant laquelle vous déposez au sol une petite pierre sur laquelle sont inscrits le nom de la victime et la date de son assassinat. Expliquez-nous quelle est la symbolique derrière ce geste. Oui, en fait, c'est dès qu'une femme décède, pas juste en fait, ça peut être par un conjoint ou un ex-conjoint, mais ça peut être aussi juste par violence. Oui. Donc, on inclut toutes les femmes qui sont tuées par violence, finalement, au pied de ce monument-là. Et puis, la symbolique, c'est premièrement, de rendre honneur à ces femmes-là, de donner du poids au geste qui a été commis, de maintenir que c'est grave, de faire du bruit, de rassembler la communauté, pas juste les femmes, mais vraiment la communauté est invitée lors de ces commémorations-là pour que les gens se rappellent qu'elles sont décédées et qu'il y a encore des violences faites aux femmes qui mènent jusqu'à des féminicides, jusqu'à des meurtres, et qu'il faut que ça cesse. Oui, voilà. Et bon, au-delà de la symbolique, il y a aussi une dimension de dénonciation, de revendication. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ça s'arrête? Quelles sont vos revendications? C'est certain que la revendication de base, c'est que ça s'arrête, on s'entend, mais je crois que c'est quelque chose qui doit se faire à plusieurs niveaux. C'est pas juste nous, les centres de femmes, c'est pas juste les femmes, c'est vraiment une histoire de société. Ouais. C'est un enjeu de société. Donc, il y a des études qui montrent qu'avec la montée de la pauvreté, avec la montée, il vient la diminution, en fait, de la santé mentale, vient la diminution de la satisfaction générale dans la population et vient la montée de la violence. Donc, vous voyez que plusieurs enjeux. On parle de pauvreté, de santé mentale, de violence. Ça va tout ensemble. Pour que ça cesse, il faut qu'il y ait des actions concrètes prises dans le système de la santé. Il faut qu'il y ait des actions prises aussi financièrement. C'est pas normal que les gens sont plus capables de se payer des loyers. C'est pas normal que les gens ont de la difficulté à manger. Et ça diminue leur santé mentale et ça peut mener à des actes violents. Attention, là, ça vient pas excuser le féminicide. Par contre, ça va ensemble, ça va dans la même lignée. Là. Ça précise le contexte. Okay. Bon, on parlait de pauvreté, mais on pourrait parler de la pauvreté aussi des organismes, parce que les organismes souffrent beaucoup de sous-financement. J'imagine qu'il y a un lien direct aussi là, avec la montée du masculinisme, des féminicides, etc. Oui, ben en fait, je vais répondre en 2 temps. Déjà, oui, il y a un sous-financement dans les organismes qui amène que on peut pas avoir moins d'employés dans les organismes. Donc, si on a moins d'employés, ben on peut moins aider les gens, on peut faire moins d'actions pour améliorer la situation, si on veut. Donc, oui, c'est certain que ça a un impact quand les employés du communautaire sont souvent payés sous le salaire moyen du reste de la population. Là. Donc, c'est-à-dire un enjeu, on le fait le cœur sur la main, mais il faut qu'on vive aussi. Ouais.
Ensuite de ça, ben des fois pour aider ces familles-là, il faut qu'on donne de la nourriture, il faut qu'on donne des vêtements, il faut qu'on donne des produits, mais pour ça aussi, il nous faut du financement. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que moins il y a de financement, moins on peut aider. C'est vraiment en lien direct. Oh. Ensuite de ça, la montée du masculinisme, par contre, j'irais pas à dire que c'est avec le sous-financement. Ça fait longtemps que ça existe, le masculinisme. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé parce que ça a donné une vitrine et beaucoup de désinformation avec les réseaux sociaux puisque les nouvelles sont plus acceptées en plus aujourd'hui. Et avec les algorithmes, ben, plus qu'on écoute quelque chose, par exemple, plus que j'écoute le sujet X, ben, plus que je vais voir le sujet X. Ouais. Donc, c'est là que la désinformation fait boule de neige. Donc, ça l'aide à la montée du masculinisme, oui. Si les organismes avaient plus de financement, ben, ils pourraient plus faire de la prévention, de la sensibilisation, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas présentement parce qu'on voudrait être dans la sensibilisation, la prévention. On en fait jusqu'où on peut, mais on est beaucoup on agit maintenant en urgence et en crise. Je reviens dans le thème du sous-financement. Il y a plus de 50% des femmes qui veulent entrer dans une maison d'hébergement qui sont refusées. Là, il y aurait une action à poser, là. Oui, il y aurait une action à poser. Et pas juste ça, c'est que il y a des raisons pourquoi elles sont refusées. Manque de place, on va dire. Non seulement ça, mais ce n'est pas toutes les régions qui ont... ce n'est pas toutes les régions et les MRC qui ont une maison. Et ça fait vraiment une grosse problématique. Je vais vous donner un exemple. Ici, dans la MRC de Montagne, on n'a pas de maison, on n'a pas d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Ce que ça fait, c'est qu'il y en a une, par exemple, à Sainte-Thérèse, et il y en a à Laval. Nous, ici, dans notre MRC, c'est une maison pour femmes en difficulté. Ce que ça fait, là, c'est que les femmes qui vivent la violence vont peut-être pas avoir de place dans notre maison sur notre MRC parce qu'il y a des femmes en difficulté qui prennent cette place-là. Et non seulement ça, mais quand tu es employé dans un organisme pour femmes en difficulté, mais tu n'as peut-être pas tous les outils nécessaires pour te donner à 100% avec une femme victime de violence. Versus quand tu travailles dans un hébergement pour femmes victimes de violence, alors là, ta spécialité, c'est les violences et tu peux donner ton 100% sur ce cas-là. La deuxième chose, c'est que étant donné que il n'y a pas assez de place, ni à l'interne ni à l'externe, parce qu'on peut avoir des services à l'externe en maison d'hébergement, mais alors là, ce que ça fait, c'est qu'ils vont par liste d'attente pour certains organismes, mais par liste d'attente selon la MRC. Donc, on a beau dire à nos femmes, allez vous mettre en liste d'attente dans une autre maison, ça ne fonctionne pas parce qu'elles ne sont pas de la MRC. Ouais. Donc, il faudrait vraiment une maison d'hébergement pour femmes en difficulté et pour femmes victimes de violence par MRC. Mais c'est pas ça, présentement. Ce qui fait que les hébergements font comme qu'ils peuvent, là, pour prioriser des cas. Ça fait que certaines femmes qui vivent des types de violences jugées moins à risque de féminicide, par exemple, violence sexuelle, violence financière, violence psychologique, vont peut-être pas avoir la place en maison d'hébergement parce que les travailleurs jugent qu'une autre a peut-être besoin plus. On a même vu déjà des femmes se faire... C'est des choix déchirants, là. Des choix déchirants. Ouais. Il y a déjà eu des femmes qui se sont faites refuser parce que elles n'avaient pas de voiture. Et comme la maison est éloignée, ben ils se disent, ben ça va être un échec, elle n'a pas de voiture. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment une maison par MRC. Il y a cette phrase troublante là, qui revient souvent dans le discours, à l'effet que la prochaine victime est toujours vivante. Ça veut donc dire qu'on peut prévenir les féminicides. J'ai le sentiment que vous savez comment, mais qu'on vous en donne pas les moyens. J'ai raison? Oui, en fait, ça a été prouvé, c'est récemment, on a vu ça juste avant les fêtes, là, qu'il y a une étude qui a été faite, qu'il y a un bon pourcentage, la majorité des femmes décédées d'un féminicide ont vu des intervenants et des professionnels de la santé avant, mais qu'il n'y a pas d'intervention adéquate qui a été faite à ce moment-là parce que soit les professionnels n'étaient pas formés pour faire ça, soit qu'ils n'avaient pas le temps, que ce soit au privé ou en organisme communautaire ou au public, qui n'avaient tout simplement pas le temps ou qui n'avaient pas les moyens pour prendre ce temps-là. Ouais. Donc, si on ajoute des employés, si on ajoute du financement, oui, on va avoir les moyens, tout à fait. Et parfois, effectivement, comme vous dites, on a le temps, on a les moyens, mais il n'y a pas de place. Et là, on se retrouve avec de l'impuissance, on peut rien faire. Il est démontré aussi que le moment de la rupture, c'est le moment où une femme victime de violence conjugale est le plus en danger. Si on vous en donnait les moyens, comment vous pourriez intervenir auprès de ces femmes-là? Ben, je pense que ça serait aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence à intervenir. Peut-être pas un centre de femmes, mais
peut-être les deux ensemble, effectivement, les centres de femmes avec les maisons d'hébergement. Mais au moment de la rupture, si chaque femme avait la possibilité d'avoir un suivi à l'externe avec des intervenantes ou intervenants formés en violence conjugale, si chaque femme avait la possibilité d'aller dans une maison d'hébergement comme plan B, si jamais elle se sent en danger, ben je pense on en sauverait des femmes. Ouais. Parce que cette femme-là qui a déjà appelé la police, qui a déjà parlé à une voisine, ben s'il y avait eu suffisamment de sensibilisation, de prévention dans la société et s'il y avait suffisamment de place, ben oui, il y en a qui auraient pu être aidés. La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, c'est la semaine dernière, le 20 janvier, elle a pris la parole pour adresser 3 demandes au gouvernement du Québec. Rendre obligatoire l'évaluation des récidivistes, augmenter les ressources policières spécialisées en violence conjugale et adopter une loi Gabi Renault. Qu'est-ce que vous en dites? Ben oui, mais oui. Oui à tout ça, oui. Oui à tout ça, puis effectivement, on a des témoignages de femmes ici que ça dépend dans quel secteur, parce qu'ici, on a des femmes qui viennent de partout, ils peuvent venir de peu importe où, ils sont pas obligés de venir de notre MRC, mais le point, c'est qu'on a des témoignages de femmes qui se sont retrouvées devant un policier, une policière à témoigner et qu'elles se sont pas fait croire ou elles se sont fait dire des phrases comme « ben madame, on peut rien faire ouais. ». Donc oui, la police doit vraiment... c'est la première ligne, hein? Oui. C'est notre réflexe. On appelle la police. Donc, ces gens-là doivent être formés. D'accord. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. En terminant, je mentionne que depuis le début de l'année, malheureusement, on déplore 5 féminicides au Québec. L'adresse de votre site web apparaît en bas de l'écran, tout comme le numéro de SOS Violence Conjugale. Marianne Dannun, intervenante en éducation féministe et responsable de la vie associative à la Mouvance Centre de femmes. Merci d'avoir été là et merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Bienvenue. Le Gala des Oliviers, qui souligne l'excellence en humour au Québec, a annoncé tout récemment ses nominations. J'en discute avec Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations et médiations chez Odyssène. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Alors, si on parle de ça, j'imagine c'est que parce qu'il y a certains de ces artistes qui se retrouvent dans votre programmation. Il y en a même plusieurs qui s'y retrouvent, à commencer par Mégane Brouillard, artiste qui continue sur une lancée phénoménale. Son premier spectacle, Chien-dent. Elle a récolté 4 nominations au Gala des Oliviers, meilleur spectacle, meilleur texte, meilleur vendeur et Olivier de l'année, assez prestigieux. Hein? On l'accueille au Théâtre Negro le 26 novembre. Martin Perizzolo, moment marquant pour lui. Après 30 ans de carrière, il décroche 3 nominations majeures, spectacle, texte et mise en scène. Une reconnaissance importante pour lui. Et lui qui s'est jamais caché, qui a parlé toujours avec beaucoup de franchise sur ses doutes dans ce métier-là. Ouais. Voilà, là, avec les nominations. Bon, ouais. Il est vraiment très bon. On l'aura au Cabaret BMO le 19 février. Comment passer à côté de Mona de Grenoble, elle qui est dans une situation particulière, enfermée dans la maison de Big Brother Célébrité. Elle sait sûrement pas qu'elle a 3 nominations pour son spectacle De la poudre aux yeux. Eh oui, pour vrai. Spectacle de l'année, mise en scène et conception visuelle. On l'accueillera le 16 avril 2026. Un peu d'émergence aussi dans ce gala. Hein? 3 découvertes de l'année qu'on va accueillir au Cabaret BMO. Liliane Blanco-Binette, P.O. Forget et Sinem Cara. Je vous invite à visiter le site web d'Odyssène. Il y a une section spéciale avec nos artistes en humour qui sont en nomination au Gala des Oliviers. Ben, j'y vais tout de suite. Attendons quelques minutes. Attendons quelques minutes. Janvier n'est pas encore terminé, qu'on pense déjà à la Saint-Valentin. Il y a sûrement quelque chose de prévu chez Odyssène. Oui, mais avant, je me permets un conseil d'amis. Hein? C'est peut-être pas une bonne idée d'attendre à 5 heures le jour de la Saint-Valentin pour acheter un bouquet de fleurs dans une station-service. Par expérience, je vous dirais que c'est plutôt mal reçu par l'être cher. Oui. Cela étant dit... On peut lui acheter des billets de spectacle. Assurément, Odyssène est là pour ça. On a d'ailleurs une promotion avec un 2e billet à 50% de rabais sur le tarif régulier sur certains spectacles. Je vous en nomme quelques-uns. Ariane Moffat, Brigitte Boisjoli avec son spectacle Hommage à Elvis, Darèche et filles, donc sur scène, Paul Darèche avec ses filles Émilie et Katia, sa nièce Dani, les Darèche de cette famille de la Gaspésie qui ont marqué la musique country. Ils sont authentiques, persévérants, 60 ans de carrière pour Monsieur Paul. Assurément, donc, à ne pas manquer au théâtre Lionel Groulx. Je pense à Joe Grass qui fait dans le folk country, qui a collaboré avec Elie Sapi, Lassa Dessella, Patrick Watson, The Bar Brothers qu'on va accueillir aussi.
Marc Hervieux et son spectacle Nostalgia, ou musique populaire, classique, grands airs de comédie musicale et même d'opéra. Ça ferait un beau cadeau de Saint-Valentin, ça me semble. Absolument. Michel Barrette, l'infatigable, Stéphanie Boulay qui sera là, le spectacle Elle qui regroupe Loulou Hughes, Luce Dufault et Kim Richardson. Bref, ça vaut la peine d'aller fouiner, voir qu'est-ce qui se passe pour cette promotion-là, qui est en vigueur jusqu'au 14 février. D'accord. Bon, les dernières semaines ont été l'occasion pour Audissen de faire un bilan de son année 2025. Qu'est-ce qui en ressort? Tellement de belles choses, à commencer par ce prestigieux prix diffuseur de l'année qu'Audissen a remporté, remis par l'association Rideau en février dernier. Un des grands coups de l'année aussi, l'accueil du spectacle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour pratiquement une trentaine de représentations en été, un grand succès. Au final, c'est 270 représentations au Théâtre Lionel Groulx et au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, 133 000 spectateurs, 13 millions de retombées dans l'économie locale, le début de notre 40e qui va se poursuivre en 2026, et également cette heureuse collaboration qu'on a, Claude, entre TVBL et Audissen, qui aura entre autres permis la création d'une vidéo qui résume un peu l'année d'Audissen. Je pense qu'on pourra la regarder dans quelques secondes. On va faire ça tout de suite. Avant, je rappelle aux gens que pour toute information, on peut visiter le site web audissen.com. Alors, merci beaucoup, Étienne. Au plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, l'année dernière, vous nous aviez déjà présenté un topo sur les bananes québécoises qui poussaient ici, dans les Basses-Laurentides. Et ce soir, vous nous présentez la suite de ce projet qui a pris beaucoup d'envergure. Oui, Claude, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Si vous deviez deviner où je me trouve entourée de bananiers comme ça, je pense pas que le premier endroit qui vous viendra à l'esprit, c'est Saint-Eustache. Pourtant, c'est bien ici que je me trouve, à la pépinière Éco-Verdure, qui est spécialisée depuis quelques années dans la culture de fruits exotiques. Mes grands-parents ont parti la pépinière au départ. Ça va faire maintenant presque 40 ans. J'ai décidé de prendre un petit peu le relais, mais je voulais pas aller dans nécessairement de l'annuel ou de la vivace, un petit peu classique. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie qu'on se démarque. On a toujours été une compagnie qui faisait un petit peu des affaires qui n'étaient pas classiques là, au Québec. Même chose pour les bananes. On est en train de... Là, en ce moment, j'ai à peu près 25 variétés. Après seulement 4 ans, j'ai eu vraiment une grosse production de bananes à chaque année. En ce moment, on a 4 à 5 régimes de 250 bananes en même temps qui poussent au même endroit. Fait que j'imagine pas ici, avec la quantité que je vais avoir. T'sais, mon but, c'est vraiment que tout le monde puisse y goûter. Puis l'envergure que ça a pris, c'est vraiment plus à cause que c'est les gens aussi. La clientèle a cru en mon projet. Dès que les fleurs vont commencer à sortir ici, là, je vais avoir plus de quantité. Je m'attends à ce qu'au moment où mes bananiers ici vont tout être matures, avec beaucoup de régimes, tout ça, je m'attends à environ un 36 000 bananes par année ici, juste dans ma partie ici. On a hâte de pouvoir fournir tout le monde, là. Moi, je veux vraiment que tout le monde puisse y goûter, que ça soit des bananes rouges, des bleues, des jaunes. On fait pousser de toutes les grosseurs, tous les goûts aussi. Il y en a qui goûtent la pomme, il y en a qui goûtent la crème glacée à la vanille. Il y a environ 100 sortes de bananes qui existent. On en mange juste une. Pouvez-vous nous rappeler comment ça fonctionne un peu la culture de bananes? Oui, bien en fait, les bananiers, il faut vraiment que le terreau soit drainant. Il faut que ça sèche entre les arrosages. La température, c'est surtout ça la plus grosse question tout le temps. Dans la maison, on va avoir entre 18, 20, 21 degrés, dépendant comment on la garde. Les bananiers peuvent pousser à la maison aussi comme ça. Dans mes serres, moi ici, je garde ça, il fait environ 19, 20. Fait que pendant l'hiver, ma culture est un peu ralentie.
Mais c'est un choix aussi dépendant avec le chauffage qu'on a. J'essaie de rendre mes plants le plus possible adaptés au Québec. Fait à chaque fois que je vais avoir des bébés, ils vont être de plus en plus tough. Puis à chaque année, je veux descendre mes degrés. Fait qu'en les rendant beaucoup plus résistants, puis un jour être capable de faire ma sorte au Québec là, qui pousse dehors. Quand que le bananier va avoir fait sa floraison, fait qu'on va avoir le gros cône mauve avec tout notre régime. Au moment où on récolte les bananes, le gros régime qu'on va accrocher dans la mûrisserie, ce gros tronc-là, il n'en fera pas. Fait qu'on doit couper le gros tronc, puis c'est ces bébés qui prennent le relais. Fait qu'en allant avec les prochaines années, bien souvent, il y a plus qu'un bébé en même temps. Fait que l'année d'après, au lieu d'avoir juste un tronc principal qui va produire des bananes, bien, il va en avoir 2. Et ainsi de suite. Fait que comme la partie qu'on a en avant, où ça fait 4 ans que c'est là, moi, j'ai rien touché. J'ai pas enlevé de bébé, j'ai rien touché. Je voulais vraiment voir dans la nature normale qu'est-ce que ça ferait. Puis, en ce moment, j'ai 4 fleurs en même temps sur le même espace. Donc, c'est exponentiel. Oui. Puis ça dure 25 ans. C'est des cultures qui... Il va y avoir des bébés, mais ça, c'est si je prends pas le bébé, je le mets ailleurs. Lui, il va refaire un autre 25. C'est sans arrêt. On fait pousser du café en permaculture au centre de nos bananiers. Les caféiers n'ont pas besoin... Il ne faut pas qu'il y ait de soleil direct. Donc, les grandes feuilles de mes bananiers, ils vont créer l'ombre. Leurs racines aussi, le croisement qui se passe, c'est super positif. On veut vraiment faire aussi le premier café québécois, être capable d'apprendre aussi de A à Z, c'est vraiment le fun. Là, on travaille avec la torréfactorie de Saint-Eustache, puis pour voir comment on va faire notre processus. Il faut qu'on sache qu'on mange, il faut qu'on sache exactement comment les cultures sont faites. Moi, ici, on n'utilise aucun pesticide, insecticide, quoi que ce soit de chimique, même naturel. Là, j'essaie vraiment de jouer avec ma ventilation, mon arrosage aussi sur les feuillages. Faut qu'on soit autosuffisant dans pas mal tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'on on commence avec des bananes. J'ai d'autres fruitiers aussi différents. Faut qu'on connaisse ces cultures-là. Puis c'est un peu ça que j'essaie d'offrir aux gens. Que ça soit pour les jeunes ou même pour les adultes. De savoir la culture des bananes, savoir le café. J'ai des agrumes. D'autres fruits exotiques, c'est vraiment de découvrir des fruits qu'on peut faire pousser ici, même si ça vient d'ailleurs. C'est de couper un petit peu ce côté-là, de dire « Ah, mais ça pousse là-bas. Ça peut pousser ici. Dans une serre, tout peut pousser. » Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a du citron caviar. Okay. Un agrume qui est utilisé principalement dans la haute gastronomie. Fait que présentement, nous, on fait affaire avec le Géraldine à Saint-Eustache, puis le Astor à Beaubriand. OK. On regarde présentement, là, j'ai du monde un petit peu de Québec et tout ça qui s'intéresse à mes produits. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui peut arriver avec tout ça. Là. Ben oui, sûrement. Mais c'est un petit peu le sorte d'agrumes qu'on pourrait vraiment un petit peu plus se spécialiser. Ça vient d'Australie, c'est spécial. Ça se vend cher aussi. C'est assez original. C'est d'apprendre un petit peu le processus, comment que la banane elle passe d'une fleur dans un genre de cône mauve à devenir un régime de banane jaune. Fait que là, comment qu'elle est devenue de verte à jaune, et ainsi de suite. C'est vraiment de faire comprendre à ma clientèle, aux jeunes. On aimerait ça aussi aller dans les écoles. C'est vraiment un côté plus éducatif. Là. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait demandé « Est-ce que les bananes, ça pousse dans la terre? » C'est là que j'ai compris que, OK, on n'est vraiment pas assez éduqué sur cette partie-là, qui est l'alimentaire. Voilà, Claude. Donc, c'est vraiment cet été que la récolte va porter fruit. Il est toujours possible d'acheter son propre plant de bananier chez Écoverdure et de visiter la serre de bananes et faire le parcours thématique sur place pour en apprendre plus sur la culture de fruits exotiques au Québec. Merci Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Le Sport Autrement suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.